L'intention des Israéliens et des Américains est, comme vous le dites, de détruire l'Iran et de le diviser en différents États, car il y a de toute façon beaucoup de diversité ethnique en Iran, donc ce serait assez facile à faire. C'est le plan. Ce qu'ils sous-estiment, c'est la résilience, l'ingéniosité et l'unité du peuple iranien. L'attitude du gouvernement iranien est très différente de celle de l'année dernière. À l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup d'ouverture envers les Américains et les Israéliens. Ils voulaient s'asseoir et négocier. Maintenant, l'attitude qui vient d'Iran est « Nous allons nous battre, et si vous nous frappez, nous nous battrons jusqu'au bout. Plus de compromis, plus de réciprocité. Si vous nous attaquez, nous nous battrons jusqu'au bout. » Vous savez, l'ayatollah Khamenei a récemment provoqué Trump, n'est-ce pas? Parce que lorsque ces manifestations iraniennes se sont propagées dans tout l'Iran plus tôt ce mois-ci, Trump a tweeté en disant que ces manifestants, nous protégerons ces manifestants parce qu'ils ont le droit de protester pour la liberté et la démocratie. D'accord? Maintenant, Khamenei, je crois que c'était il y a 2 jours, à cause de ce qui s'est passé au Minnesota, a tweeté que ces manifestants ont le droit de protester et qu'ils les défendront. D'accord? Donc, il ne fait que montrer l'hypocrisie de Donald Trump et des Américains. D'accord? C'est du trolling. Donc, je pense que l'attitude des Iraniens, c'est que, vous savez, nous avions autrefois ces illusions selon lesquelles la paix pouvait être négociée. Nous avions ces illusions que les Américains ne voulaient pas vraiment la guerre. Maintenant, nous sommes complètement éveillés. Maintenant, nous connaissons leurs intentions et maintenant, nous sommes totalement unis et nous nous battrons jusqu'au bout. D'accord? Regardez la guerre de 12 jours. La guerre de 12 jours. Les Israéliens croyaient vraiment que s'ils décapitaient le régime, il s'effondrerait. C'est comme un château de cartes, non? Ils se sont donc attaqués aux dirigeants de haut rang à Téhéran et ils ont été surpris par la résilience du régime, car ces hauts responsables ont été rapidement remplacés et les Iraniens ont frappé Tel Aviv et Israël très durement, à tel point qu'Israël a fini par supplier les Américains d'intervenir et de négocier la paix. Mais dans le processus, Israël a en quelque sorte détruit son propre réseau de renseignement à Téhéran. Je veux dire, après la guerre, les Iraniens ont très vite découvert d'où provenaient les fuites de renseignements. Maintenant, il y a ces manifestations qui ont été orchestrées par le Mossad. Ce qui a déclenché ces manifestations plus tôt ce mois-ci, c'est la spéculation sur la monnaie. En gros, ces spéculateurs, travaillant avec des services de renseignement étrangers, la CIA et le Mossad, ont fait chuter la monnaie iranienne, ce qui a provoqué ces manifestations spontanées. Ensuite, des agents du Mossad ont infiltré les manifestations et ont commencé à attaquer les forces de sécurité. Ils ont tué beaucoup de policiers, en gros, et Trump était sur le point de lancer des frappes aériennes pour soutenir les manifestations, car c'est un scénario classique de révolution de couleur. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est que les Iraniens ont réussi à couper Internet, à localiser les terminaux Starlink, puis à arrêter tous les agents du Mossad, détruisant ainsi le réseau que le Mossad avait mis des années à développer en Iran. Donc, la dernière étape, la dernière chose que les Américains peuvent faire maintenant, c'est de monter une fausse attaque pour déclencher une offensive contre l'Iran. Les Iraniens sont prêts pour cela, tandis que les Israéliens et les Américains sont désespérés. Et vous seriez surpris. Je pense que tout le monde sera surpris par la force dont les Iraniens feront preuve cette fois-ci. Tout le monde pense qu'après des décennies de sanctions, après des décennies d'embargo, les Iraniens sont plutôt affaiblis. Mais si l'on regarde leur histoire, les Perses sont un peuple différent. Les Perses ne sont pas les Arabes. Les musulmans chiites sont un peuple différent. Ils ne sont pas les musulmans sunnites. Ce sont des gens qui croient aux martyrs, au sacrifice de soi, à l'eschatologie. Ils croient vraiment qu'il s'agit d'une guerre contre le grand Satan.
Ils croient vraiment qu'il s'agit d'une guerre pour sauver le monde. Et je pense donc que les Américains et les Israéliens seront vraiment surpris par ce qui se passera lorsqu'ils commenceront à attaquer l'Iran. What happens when they start to attack Iran. J'étais en Iran en mai dernier, juste avant l'attaque des Israéliens. Et j'ai aussi été frappé par le fait que, lorsqu'on se rend dans différents endroits, l'idée du martyr y est tellement célébrée. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on souhaite voir chez un adversaire, je suppose. On préférerait y déceler une certaine faiblesse. Cela pourrait donc poser un problème à ceux qui s'en prennent à l'Iran. Mais dans l'ensemble, ce que tu décris à propos de l'Iran fait, je pense, partie d'un problème plus large, car j'entends aussi de Moscou qu'ils ne croient plus du tout aux efforts de paix des Américains. Même s'ils parvenaient à conclure un accord de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il est fort probable que les services de renseignement ne partiraient jamais. Ils continueraient à se renforcer et prépareraient une véritable mer de missiles pour ce qui viendra ensuite. Et c'est là que réside le problème. Car si les États-Unis et les Européens, d'ailleurs, veulent la paix avec l'Iran, avec la Chine, avec la Russie, il faudrait envisager un processus diplomatique visant à définir un nouveau statu quo mutuellement acceptable, où nous pourrions coexister. Il faudrait donc identifier les domaines où nos intérêts concurrents peuvent être harmonisés et ceux où ils ne peuvent pas l'être, mais où nous pouvons au moins gérer la compétition de manière civilisée. Je ne vois rien de tout cela. Je vois simplement un effort pour mettre la situation en pause parce que nous sommes en train de perdre, puis pour nous regrouper et frapper plus tard. Sais-tu s'ils voient les choses de la même manière à Pékin? Parce qu'à Téhéran et à Moscou, c'est clairement l'impression que j'en ai. Oui, parce que lorsqu'un empire décline, sa caractéristique principale, c'est l'hubris, une cécité totale face au monde tel qu'il est, une confiance absolue dans sa propre capacité à lui imposer sa volonté, et un mépris pour ses adversaires, un refus de les affronter dans une discussion sérieuse, rien que des conquêtes. Donc, l'Amérique est devenue un État mafieux flagrant, et tout le monde le dit, même ses propres alliés. Mark Carney l'a dit au Forum économique mondial. Il n'y a pas d'allié plus proche des États-Unis que le Canada, vraiment, puisque le Canada est en gros un État vassal de l'Amérique. Alors, pour que le Premier ministre du Canada critique l'Amérique comme un État mafieux de cette manière, je pense que le monde entier voit désormais l'Amérique comme désespérée. C'est presque impressionnant de voir comment le Canada, le plus loyal, peut-être de tous les alliés de l'Amérique, en partie à cause de la géographie, ce qui se comprend, parvient tout de même à se mettre les Canadiens à dos. C'est extraordinaire, à mes yeux. Bien sûr, menacer d'annexer tout leur pays semble être une manière assez directe d'y parvenir. Cela soulève tout de même une question. Si c'est délibéré, qu'est-ce qui est réellement en train de se passer? Car j'ai du mal à croire que les États-Unis puissent réellement annexer le Canada. J'imagine mal beaucoup de Canadiens favorables à cela. Alors comment cela est-il censé fonctionner, si l'on reconnaît l'attrait du nationalisme dans la nature humaine? On ne peut pas simplement placer le pays sous la domination américaine. Je ne sais pas, désolé, juste une dernière question. Vous êtes Canadien. Comment voyez-vous cela? Est-ce une idée sérieuse qu'ils puissent annexer le Canada? Ou est-ce un jeu que je ne comprends pas du tout? D'accord. Donc, encore une fois, pendant très longtemps, le monde a fonctionné sur la base du consensus. Il reposait sur des présupposés et des valeurs partagées, n'est-ce pas? Et l'un de ces présupposés communs est l'idée de souveraineté nationale, que s'il s'agit d'un pays, il faut respecter la souveraineté de ce pays. C'est la base fondamentale du droit international. Si l'on n'a pas l'idée de souveraineté, on ne peut pas avoir de droit international. D'accord? Donc, pendant très longtemps, c'était l'idée dominante. Mais Trump, étant Trump, refuse de reconnaître la souveraineté.
Par exemple, l'enlèvement de Maduro, on ne fait pas ça parce que cela viole la souveraineté nationale d'un pays. Et puis, emmener Maduro, le parader à New York et l'accuser de crimes américains. Cet homme est le président d'un autre État. C'est le chef d'un État-nation. On ne peut pas faire ça, encore une fois, selon le droit international. Mais Trump s'en moque. Il ne se soucie pas du droit international, il ne se soucie que du pouvoir. Maintenant, s'il se moque du droit international, il lui serait probablement possible d'aller prendre le Groenland. Ce ne serait pas difficile. Il lui serait aussi facile de prendre le Canada, car le Canada n'a pas vraiment d'armée, et la frontière canado-américaine est la plus longue du monde. En plus, il y a l'Alberta, qui est la véritable source de l'économie canadienne. Donc, l'économie canadienne est sur le point de faire faillite à cause de la spéculation immobilière, et pour diverses raisons. D'accord. Donc, le Congrès canadien est dans une situation très difficile. L'Alberta organisera probablement un référendum sur l'indépendance, et peut-être que 20% voteront pour, non pas pour être annexés par les États-Unis, mais pour l'indépendance. Trump dira « Ah, vous voyez, les Albertains veulent être indépendants, et les Canadiens ne les laissent pas faire. Nous devons donc défendre l'Alberta. Nous devons soutenir la souveraineté, la liberté et la démocratie de l'Alberta. » D'accord? C'est facile pour Trump de faire cela. Il peut annexer le Canada à tout moment. C'est ainsi depuis 300 ans. La raison pour laquelle l'Amérique ne fait pas cela, c'est que, si elle le faisait, l'illusion même selon laquelle elle est une force du bien dans le monde s'effondrerait. Le monde entier s'unirait contre elle. L'Amérique du Sud commencerait à se rebeller. L'Europe commencerait à s'unir contre elle. C'est pour cela que vous ne le faites pas. Parce que si vous le faisiez, vous briseriez toutes les normes internationales et tout le monde vous verrait comme la principale menace. Mais au bout du compte, Trump va le faire, parce que c'est dans sa nature. Il veut entretenir la façade selon laquelle il est l'empereur, le Dieu empereur Trump.